Bonjour, bienvenue dans la semaine de l'écho. Vous êtes bien sur France 24 et nous allons parler du Brexit. Le Brexit qui a célébré ses 10 ans cette semaine. C'était le 23 juin 2016. Ce jour-là, 51,9% des électeurs britanniques actaient le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Immigration, croissance, échanges commerciaux. 10 ans plus tard, quel est le bilan de cette séparation? Les Brexiteurs de l'époque ont-ils tenu leurs promesses? Quelle est la réalité du Regret, le nom donné au sentiment de déception que ressentiraient aujourd'hui certains sujets de Sa Majesté? On va en parler avec nos invités. Et on va dire bonjour à Catherine Mathieu. Bonjour donc, vous êtes économiste à l'OFCE. Bonjour à Olivier Campenon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du Cross Channel Institute, c'est le think tank de la Chambre de commerce franco-britannique qui vise à favoriser les relations économiques après le Brexit. Et bonjour également à Catherine Coron. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférences en civilisation britannique à l'université Panthéon-Assas. Et je voudrais commencer avec des chiffres. D'après une étude du National Bureau of Economic Research, étude parue en novembre dernier, le PIB britannique est à 6 à 8% en deçà de ce qu'il serait aujourd'hui sans le Brexit. L'investissement est en deçà de 12 à 18%, l'emploi 3 à 4% plus faible, la productivité idem. Le bilan du Brexit, de façon assez évidente, il n'est pas bon. De quelle façon est-ce que ça a pesé sur l'économie britannique, Catherine Mathieu ? Alors, ça a pesé de façon très graduelle. Pour revenir sur les chiffres de l'étude que vous citez, en fait, c'est une étude qui essaye d'évaluer l'impact du Brexit en regardant la performance du Royaume-Uni par rapport à des pays qui avaient à peu près la même performance que le Royaume-Uni au cours des 10 années précédant le référendum. Et parmi ces économies, il y a en particulier les États-Unis, mais aussi la Norvège, le Canada, des économies qui ont continué à avoir une très forte croissance depuis le Brexit. Et on connaît tous le dynamisme de la croissance aux États-Unis, qui est beaucoup porté par l'intelligence artificielle en particulier. Donc en fait, cette étude qui arrive à un impact de l'ordre de moins 6 à moins 8% du PIB, et probablement, et aujourd'hui en tout cas, l'étude qui annonce le chiffre le plus élevé, mais je pense qu'on peut se dire que si on utilisait d'autres méthodes, on n'aurait pas nécessairement un impact aussi élevé. Si on utilise d'autres méthodes, qu'on regarde par exemple l'évolution de l'investissement par rapport à ce qu'il était au Royaume-Uni avant le Brexit et ce qu'il est devenu depuis, on a plutôt des impacts sur la croissance qui sont plus faibles que ceux qui sont indiqués par cette étude, mais des impacts négatifs. On a vraiment une stabilisation de l'investissement après le référendum. Les entreprises attendaient, étaient dans l'incertitude, quel type d'accord on aurait avec l'Union européenne. Donc on a vraiment vu une stabilisation de l'investissement. On a vu une dégradation du commerce extérieur, mais jusqu'à présent uniquement sur les échanges de marchandises qui se portent vraiment moins bien au Royaume-Uni. Mais là aussi, on peut dire qu'il y avait déjà une tendance au Royaume-Uni à avoir une mauvaise performance des échanges de marchandises. Et par contre, on a vu une très bonne performance en matière de services. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un effet négatif du Brexit qui, selon moi, se voit surtout sur cet élément d'investissement, sur les exportations de marchandises. Et si on compare, par exemple, la performance du Royaume-Uni par rapport à la France ou à l'Allemagne, aux grandes économies de la zone euro depuis le Brexit, on a à peu près la même performance économique. Olivier Campenon, a priori donc, c'est pas si pire que ça? Alors, tout d'abord, si vous me permettez une précision rapide, la Chambre de commerce franco-britannique existe depuis 150 ans, donc nous accompagnons l'économie entre les deux pays, plus particulièrement depuis le Brexit, mais déjà depuis longtemps. Et c'est important parce que ces relations sont fortes. Et on peut effectivement voir le Brexit en se disant, oui, il y a un impact, vous l'avez rappelé, avec des chiffres qui sont tout de même importants, une croissance moins forte que prévu, mais nous ne sommes pas non plus à la catastrophe dont on avait parlé à ce moment-là. Et peut-être faut-il aussi rappeler que le Brexit, c'était il y a 10 ans, mais finalement, il a fallu attendre l'accord de décembre 2020 pour que les choses se mettent en place. Donc finalement, c'est plutôt 5 ans que 10 ans aujourd'hui qu'on célèbre. Mais pour autant, oui, j'aime bien ce qu'a dit un ancien dirigeant d'une société financière écossaise qui disait il n'y a rien de bon dans le Brexit. Voilà. Je pense que c'est un constat pour les entreprises. Il n'y a rien eu de bon à sortir du Brexit. Mais je pense que la bonne nouvelle, et
peut-être pour rentrer dans quelques chiffres, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises savent s'adapter. Et elles se sont adaptées. Et ce que nous faisons à la Chambre, c'est justement de regarder particulièrement les relations entre les deux pays, et ce depuis 10 ans. Et on voit que ces relations ont progressé, et vous l'avez rappelé, avec une différence importante entre les échanges de biens et les échanges de services. Les échanges de biens sont restés stables côté Royaume-Uni, ont progressé côté français vers le Royaume-Uni, et les échanges de services ont progressé des deux côtés. Ce qui fait qu'on a augmenté de plus de 30% les échanges en 10 ans entre les deux pays, et au bénéfice de la France, qui, il y a 10 ans, avait un équilibre de la balance entre les deux pays, et aujourd'hui est positif de 11 milliards. Donc sur les 121 milliards d'échanges entre nos deux pays, la France est positive de 11 milliards. Donc la France s'en est bien sortie. Je crois que c'est une des conclusions d'aujourd'hui. Alors Catherine Coron, on parle beaucoup des entreprises, des échanges commerciaux. Quel impact sur les ménages? Est-ce que les particuliers ont beaucoup souffert d'un point de vue économique sur leur pouvoir d'achat de ce Big Bang qui était annoncé il y a 10 ans? Alors, je pense qu'il n'y a pas que le Brexit. Vous avez rappelé le fait que le Brexit a vraiment commencé en 2020-2021, qui était le moment du Covid. La gestion du Covid a eu un impact énorme sur les Britanniques et également sur leur économie. Et puis, récemment, on a quand même eu les problèmes d'énergie, avec quand même des choix qui sont faits actuellement, qui sont critiqués par les Britanniques. Et en fait, en termes de mesures économiques, je dirais que j'ai tendance à essayer d'en regarder plusieurs. Et si on regarde l'inflation, par exemple, qui en France est à peu près entre 1,5%, elle est encore à 3%, elle a mis très longtemps à baisser, et ça a un impact sur le pouvoir d'achat des Britanniques. Et je dirais que c'est surtout ce point-là qui est problématique, parce que sur les politiques économiques et sur la politique tout court et sur le bien-être des personnes, c'est effectivement problématique, pour probablement plus qu'en France, où on a l'État-providence qui vient aider. Comment ça se fait qu'il y a un tel écart inflationniste entre la France et le Royaume-Uni d'après Brexit, justement? Je pense qu'une des raisons, entre autres, c'est qu'effectivement, comme je vous le disais, en France, on arrive à corriger avec l'État-providence en aidant les ménages qui sont les plus pauvres, alors qu'au Royaume-Uni, il y a beaucoup moins ce matelas social qui vient. Voilà, mais je suis sûre que Catherine Mathieu... C'est ce que j'allais justement, j'allais me tourner vers vous. Le Brexit a été fait au détriment des ménages? En fait, ce qui s'est passé juste après le référendum, c'est qu'on a eu une chute de la livre sterling d'entre 15 et 20%. Donc à très court terme, ça a créé de l'inflation au Royaume-Uni, parce qu'on importait des produits plus chers du fait de la baisse de la livre sterling. Ça a conduit à des pertes de pouvoir d'achat pour les ménages. Ça, c'était vraiment les 2 premières années, on va dire. Donc là, il y a eu une inflation plus forte au Royaume-Uni de ce fait-là, si on compare par rapport à la France. Dans la période plus récente que vous mentionnez, avec la hausse des prix de l'énergie, donc suite à la guerre en Ukraine et à la hausse des prix du gaz et du pétrole qu'on a connu, il y a eu 2 politiques économiques très différentes menées au Royaume-Uni et en France. En France, très rapidement, l'État a dit « je mets en place un bouclier tarifaire ». Donc les prix du gaz et de l'électricité sont plafonnés. Au Royaume-Uni, le gouvernement a dit « c'est une économie libérale, les prix du gaz augmentent, eh bien vous allez payer votre gaz plus cher ». Électricité aussi. Et donc, en fait, on a laissé l'inflation accélérer, enfin, le gouvernement britannique a laissé l'inflation accélérer au Royaume-Uni, ce qu'on n'a pas fait en France. Et aujourd'hui, en fait, on a une inflation qui est revenue au Royaume-Uni autour de 2,8% par an, mais on a toujours cet effet qui persiste de l'évolution des prix de l'énergie. Et puis, on a de façon générale au Royaume-Uni une évolution des salaires qui a été tout de même relativement favorable dans l'ensemble, ce qui peut paraître un peu paradoxal pour une économie libérale, où on a des gouvernements conservateurs depuis 2016, et c'est poursuivi par le gouvernement actuel, qui ont décidé de revaloriser le salaire minimum et de le porter à 2/3 du salaire médian. On a eu des politiques de revalorisation des salaires dans la fonction publique, en particulier dans le secteur du NHS, depuis 2-3 ans. Le secteur de la santé, oui. Et en fait, qui avait connu des salaires gelés depuis 2010, depuis la précédente arrivée des conservateurs au pouvoir. Et donc, Boris Johnson, à la sortie de la crise Covid,
s'est mis d'accord avec les syndicats pour négocier un rattrapage des salaires. Donc on a eu des salaires un petit peu plus dynamiques au Royaume-Uni que ce qu'on peut connaître en France. Olivier Campenon, comment est-ce que les entreprises, elles, se sont adaptées à cet état de fait? Parce que l'inflation, elles la subissent également. Les hausses de salaire, elles doivent les intégrer. Comment est-ce qu'on, quand on est patron au Royaume-Uni, on pense à tous ces éléments? Comment est-ce qu'on fait en sorte que ça ne pèse pas sur la performance? Alors, malheureusement, ça peut peser sur les performances, mais comme vous pouvez vous en douter, ça varie énormément d'un secteur à l'autre. Et finalement, quand on regarde un petit peu, on fait le point sur ces 10 dernières années, on voit certains secteurs qui ont été fortement impactés. Le premier, c'est le transport et la voiture. On a beaucoup entendu ce qui s'est passé chez Jaguar, chez Stellantis, Vauxhall au Royaume-Uni, chez Nissan, avec des difficultés sur leurs usines. Donc ça a été un impact. Pourquoi ? Parce que les voitures, elles sont faites de milliers de pièces qui passent leur temps à traverser la frontière. Évidemment, avec ces contrôles douaniers supplémentaires, ça a posé des problèmes, en plus de l'inflation. Donc ça a eu un impact dans certains secteurs. Le secteur dont on a tellement parlé il y a 10 ans, c'était le secteur de la finance. Qu'allait-il se passer ? Donc là, on parle des services, d'un secteur absolument spécifique. Très, très spécifique. Et là encore, vous avez eu près de 40 000 emplois qui ont migré de Londres vers l'Europe. Donc ça a été un impact qui a été assez fort. Donc, comme ça, chacun des secteurs a évolué. Mais encore une fois, je disais tout à l'heure, le rôle d'un patron, c'est s'adapter, c'est de s'assurer que par rapport à ces différentes contraintes, quand bien même vous ayez des barrières douanières, quand bien même vous ayez des difficultés de logistique, vous les adaptez. Et finalement, c'est ça qui a été démontré, je pense, au cours de ces 10 dernières années, c'est cette flexibilité, cette capacité d'adaptabilité, ce pragmatisme britannique si bien connu, qui a fait que l'économie, même si elle n'a pas connu la croissance qu'on aurait pu imaginer, s'en sort tout de même. Et s'en sort de façon assez étonnante, finalement, pour un pays qui se trouve assez isolé, un pays qui espérait pouvoir... C'est une île. Oui, c'est une île. Il espérait pouvoir, tout d'un coup, se reposer vers son ami américain, et on l'a vu, ça ne s'est pas passé comme prévu, donc ils s'en sortent pas si mal, finalement. Catherine Mathieu. Oui, effectivement, il y avait un secteur qu'on suivait de près au moment du Brexit, le secteur de la finance, en se disant combien d'emplois vont être perdus. Donc les chiffres, le 40 000 emplois, maintenant les entreprises reviennent un peu dessus, ce serait un peu moins, mais ce serait de toute façon un chiffre significatif. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la City, on a beaucoup développé des emplois dans les services, dans d'autres services que les services financiers, ce qu'on appelle la flat white economy, tous les nouveaux secteurs de services aux entreprises qui sont très dynamiques. Et quand on regarde les chiffres d'emploi, les chiffres de création de valeur ajoutée dans ces secteurs, ça a vraiment eu une très forte croissance depuis 2016 et ça fait plus que compenser les pertes qu'on voit sur le secteur financier lui-même. Ce qui fait que Londres est restée la première place financière européenne. C'est ça qui est quand même assez étonnant. Mais encore une fois, la France a récupéré une partie de ses emplois et donc a été renforcée dans sa position. Catherine Coron, on a vraiment l'impression que d'un point de vue économique, voire social, il y a eu un changement il y a eu un avant et un après Brexit, ça forcément, mais que ça a été aussi un changement de société. Est-ce que je me trompe si je dis ça ? Je pense qu'il y a par contre une fracture sociale au Royaume-Uni. Il y a quand même la question des contrats 0 heure, qui a été réglée d'ailleurs par le précédent gouvernement en partie l'année dernière. J'ai fait, dans le cadre de mes recherches, une enquête auprès des personnes qui travaillent pour connaître leurs valeurs au travail. Et il y a quelqu'un parmi les répondants qui m'a dit, voilà, avoir un contrat 0 heure, c'est extrêmement inconfortable. Et c'est pas quelqu'un qui est heureux. C'est quoi le principe du contrat 0 heure ? Alors, les contrats à 0 heure ont été mis en place par les conservateurs. L'idée, c'est que vous ne savez, le nombre d'heures pour lesquelles vous travaillez, vous ne le connaissez pas. Ça dépend de votre employeur complètement. Alors ça, c'était avant 2025. Le problème, c'est que les contrats 0 heure qui existaient avant n'ont pas été supprimés. Et par contre, on n'a pas le droit d'en créer de nouveaux. Voilà. Et donc, donc, il y en a quand même 1,2 million des personnes qui travaillent sous ce régime-là en Royaume-Uni. On commence le mois sans savoir combien d'heures on va travailler. On ne peut pas faire de projet. On ne sait pas combien on va gagner. On a aussi des contrats, je dirais, qui ne sont pas des contrats confortables en France, mais là, ça s'appelle 0 heure, donc c'est pas très rassurant. Donc ça a été supprimé, c'est une bonne chose, mais il y a quand même des écarts
entre les personnes riches, entre les villes. Citons Manchester, par exemple, puisque c'est la ville d'Andy Burnham. Donc on parlera tout à l'heure. Voilà, on en parlera tout à l'heure, mais je pense qu'à Londres, c'est pareil. En fait, il y a énormément de disparités régionales en Angleterre, et il y a une fracture sociale très importante. Et le danger de la fracture sociale, c'est effectivement de faire le lit de l'extrême droite. Et voilà. Parce que l'économie et la politique marchent ensemble. C'est parce que les gens sont bien qu'ils vont... Alors, je vais vous proposer d'autres chiffres, justement, parce que Merci. vous m'offrez une transition sur un plateau. Les Brexiteurs de l'époque avaient pour slogan « Reprenons le contrôle » et ils exigeaient une immigration plus contrôlée. C'était le cheval de bataille de l'extrême droite. Alors, si on en croit les statistiques de l'ONS, l'INSEE britannique, le pays a surtout perdu des ressortissants de l'Union européenne, alors que l'immigration hors UE a explosé. Regardez, on est passé entre 2016 et 2026 de 521 000 ressortissants européens, enfin de l'Union européenne, à 76 000 aujourd'hui. Comment on explique cet écart entre les deux catégories et qu'est-ce que ça dit de l'économie du Royaume-Uni aujourd'hui ? Alors on l'explique parce que les Britanniques, qui effectivement, en tout cas pour les Brexiteurs, souhaitaient reprendre le contrôle, ont mis en place un système d'immigration à points, où depuis qu'ils sont sortis de l'Union européenne, où en fait, si vous voulez aller travailler au Royaume-Uni, quel que soit le pays d'où vous venez, vous devez savoir parler l'anglais, vous devez avoir un certain niveau de qualification, vous devez avoir une offre d'emploi avec un certain niveau de salaire qui en fait dépend des secteurs et des branches. Donc tout ça est très très organisé, mais aujourd'hui, si vous voulez aller travailler au Royaume-Uni, que vous soyez citoyen de l'Union européenne ou d'un autre pays du monde, vous êtes considéré de la même manière. Avant le Brexit, comme le Royaume-Uni avait appliqué la liberté de circulation des travailleurs, et qu'en particulier, il avait été un des seuls pays, en 2004, lorsque l'Union européenne s'est élargie aux ce qu'on appelait à ce moment-là les nouveaux pays membres d'Europe centrale et orientale, le Royaume-Uni, avec la Suède et l'Irlande, avait été c'était les 3 seuls pays à avoir maintenu cette liberté de circulation des travailleurs, alors qu'en France ou en Allemagne, on se disait « Ouh là là, on risque de voir un afflux de travailleurs, le plombier polonais. Voilà. Et donc, on avait mis en place des restrictions d'arrivée aux frontières. Les Britanniques ne l'ont pas fait. Et à ce moment-là, ils avaient une économie qui avait besoin de main-d'œuvre dans les services, que ce soit effectivement, notamment déjà dans le secteur de la santé. En Pologne, on avait un niveau de chômage élevé et les infirmiers, les médecins polonais sont partis travailler au Royaume-Uni. Donc on a vu cet afflux de main-d'œuvre de l'Union européenne au Royaume-Uni qui a commencé à cristalliser un certain mécontentement avant le Brexit dans une partie de la population qui disait on ne contrôle plus l'arrivée de travailleurs aux frontières. Après le Brexit, la situation est devenue différente. Les travailleurs des pays de l'Union européenne ont compris qu'ils n'étaient pas aussi bienvenus que ceux-là au Royaume-Uni, d'une part. D'autre part, il y avait la croissance qui revenait dans leur pays, donc il y avait aussi des raisons de retourner travailler en Pologne, par exemple. Le Covid est arrivé là-dessus et a limité beaucoup la circulation des travailleurs et des personnes en général. Et depuis la sortie de la crise Covid, on voit que les Britanniques font beaucoup appel à des ressortissants de pays d'Afrique, d'Asie, notamment pour travailler dans le secteur de la santé, dans les services où ils ont besoin de main-d'œuvre. Et donc très rapidement, en fait, les Britanniques ont fait basculer l'immigration en provenance de l'Union européenne à une immigration en provenance du reste du monde. Ça, c'est pour l'immigration légale. Mais l'immigration est donc devenue un point de cristallisation, c'est vrai, dans l'opinion britannique, mais comme le dit Catherine Mathieu, l'économie du Royaume-Uni, elle a besoin de ces travailleurs. Oui, mais Catherine Mathieu parle d'immigration légale. En fait, ce qui pose vraiment problème, c'est l'immigration illégale, qui n'est pas maîtrisée depuis longtemps et qui, effectivement, pose aussi des problèmes sociaux, parce que les personnes qui arrivent dans ces conditions-là n'ont pas des conditions de vie qui sont correctes non plus. Et les gouvernements successifs n'ont pas réussi à enrayer le problème. Alors, je ne suis pas un spécialiste de ces chiffres comme mes deux spécialistes autour de moi, mais il me semble qu'en plus, le nombre, par rapport aux chiffres que vous avez donnés, le nombre de visas de travail est bien moindre. Et ça, c'est un des problèmes pour les entreprises. C'est que les entreprises ont besoin de main-d'œuvre, de tout type de main-d'œuvre, et de faire venir des talents. Et beaucoup de talents d'Europe,
d'Union européenne. Or, aujourd'hui, c'est d'ailleurs une des demandes qui est exprimée par un certain nombre de sociétés, c'est que la mobilité est très difficile au sein même d'une entreprise. Imaginons un grand groupe britannique qui est ici et là des filiales en Europe, en Union européenne. Et bien pour faire venir certains de leurs collaborateurs au Royaume-Uni, c'est très cher. Et pour vous donner une idée, je donne des chiffres qui sont assez génériques, mais ça coûte entre 5 000 et 8 000 livres pour faire venir quelqu'un pour 3 ans, entre les frais de visa, les frais annuels de surcharge de NHS, du système de santé, alors que pour l'inverse, quelqu'un qui voudrait envoyer un Britannique en France, par exemple, ça coûte environ 10 fois moins cher. Donc vous avez des frais qui sont très importants. Et ce déséquilibre-là a un impact sur la mobilité, donc un impact sur l'accès au talent. Alors, avant le Brexit, le Royaume-Uni faisait un peu figure de maître étalon de la stabilité politique. 10 ans après, les Britanniques vont connaître leur 7e Premier ministre en 10 ans. Comment expliquer que le Brexit ait autant déstabilisé la vie politique Alors, je dirais qu'il y a plusieurs étapes. Il y a eu l'étape de la mise en place du Brexit, qui a été fort compliquée parce que, comme nous l'avons vu, le référendum, c'était 50-50, enfin bon, 49-51, disons. Mais donc, au sein de chaque parti, il a été très difficile de trouver vraiment des personnes qui arrivent à mettre cela en place. Ça a été long. Et ensuite, il y a quand même eu ces polycrises que j'ai évoquées avant, qui sont venues se rajouter au problème. C'est-à-dire que Boris Johnson n'a pas bien géré la crise du Covid, entre autres. Liz Truss, on n'en parle pas. Et donc, en fait, on a eu, à partir du Brexit, effectivement, c'est vrai, vous avez raison, ça a été le début d'une sorte de chaos politique. Et le Brexit n'est pas la seule raison. Et plus récemment, donc, le problème, je dirais, troisième étape, c'est comment gérer, comment faire revenir le Royaume-Uni à quand même une croissance supérieure, parce que la croissance n'est quand même pas extraordinaire. Et là, je dirais, moi j'ai tendance, en tant que chercheuse, ça fait 20 ans que je travaille sur le Royaume-Uni, à penser à ce qui s'était passé au moment de la Seconde Guerre mondiale, où le Royaume-Uni son industrie avait été complètement détruite, et où les travaillistes ont essayé de reconstruire l'industrie. Leur idée était excellente, mais politiquement, n'ont pas réussi à la mettre en place à cause du stop and go. Et alors, c'est pas du tout le même contexte, hein. Simplement, on a à nouveau les travaillistes. L'idée de Keir Starmer était également de réindustrialiser. Et elle est bonne puisqu'on a parlé des problèmes avec ce déficit pour les biens. Voilà. Et donc, la grande question, c'est comment faire ? Alors, justement, je vais vous faire réagir, hein, mais je voudrais juste qu'on revienne justement sur le dernier épisode de cette instabilité politique. En tout début de semaine, Keir Starmer a jeté l'éponge, poussé vers la sortie par son propre camp, après une débâcle électorale et au plus bas dans les sondages. Eh bien, le désormais ex-premier ministre britannique a ouvert une nouvelle période d'instabilité politique au Royaume-Uni. Je vous propose ce récit en images signé Maëlys Septembre avec Perrine Aubert. Cette prise de parole devant Downing Street, Keir Starmer l'a redoutée depuis des semaines. Poussé vers la sortie par son propre camp, le Premier ministre britannique annonce sa démission dans un discours empreint d'émotion. Chaque décision que j'ai prise visait avant tout à faire passer au premier plan le pays que j'aime. C'est pourquoi je vais démissionner de mon poste. À son arrivée au pouvoir en 2024, Keir Starmer bénéficiait pourtant de la plus grosse majorité travailliste depuis 1997. Mais 2 ans plus tard, sa popularité est au plus bas. Près de 70% des Britanniques en ont une opinion défavorable. En cause, plusieurs rétropédalages sur des promesses de campagne, comme celle de ne pas augmenter les impôts, et la nomination de l'ancien ambassadeur Peter Mandelson, proche du pédocriminel Jeffrey Epstein. Crise de confiance au sein de son propre parti. Le mois dernier, une centaine de députés appellent à sa démission, puis plusieurs ministres de premier plan le lâchent à leur tour. Pour les Britanniques, le départ de Keir Starmer était devenu inévitable. Il était temps qu'il démissionne. Il n'a pas été un Premier ministre efficace. Je ne suis pas déçu par une mesure spécifique, c'est une lassitude générale. Il a retourné sa veste plusieurs fois. Mais quand on voit dans quel état il a récupéré le Royaume-Uni, je crois que c'était un cadeau empoisonné.
L'homme qui pourrait lui succéder, c'est lui, l'ancien maire de Manchester, Andy Burnham. Il vient de faire son entrée tout sourire au Parlement, une étape nécessaire pour briguer la tête du Parti travailliste et le poste de Premier ministre. Je serai candidat à la succession qui aura bientôt lieu. Avec la démission de Keir Starmer, le Royaume-Uni s'apprête à connaître son 7e Premier ministre depuis le vote du Brexit il y a 10 ans. Alors Catherine Mathieu, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec Keir Starmer ? Je pense que ça a été très bien dit là dans le reportage. Ce sont tous ces événements par rapport à Peter Mandelson qui ont suscité beaucoup de critiques, d'une part. Sur le plan économique, des mesures... pourrait-on dire, si on veut être diplomate, malheureuses qui ont été décidées très rapidement par le gouvernement de Keir Starmer qui a décidé de supprimer une allocation chauffage dont bénéficiaient les retraités quand il est arrivé très très vite à l'automne 2024. Or, on a dit précédemment qu'il y avait une forte hausse des prix de l'énergie au Royaume-Uni. Donc ça lui a coûté beaucoup de popularité chez les retraités. Et puis ensuite, la décision de ne pas déplafonner les allocations familiales pour les familles avec plus de 2 enfants, alors qu'il y a un taux de pauvreté qui est très élevé au Royaume-Uni. Donc ça a aussi beaucoup coûté à Keir Starmer, en particulier auprès des parlementaires travaillistes qui lui demandaient de revenir sur cette mesure. Donc en fait, il a pris des mesures qui ne semblaient pas être franchement des mesures travaillistes en arrivant au pouvoir, avec ce souhait d'être très sérieux sur le plan budgétaire, de dire on sort d'années de chaos et nous allons être très sérieux, nous les travaillistes. Et donc comme on est dans une situation avec un déficit public qui est de l'ordre de 5,5% du produit intérieur brut et une dette publique qui n'est pas loin de 100% du produit intérieur brut, si on veut réduire la dette et les déficits comme le souhaitent les travaillistes et comme le souhaitent les marchés financiers aussi, il faut bien trouver soit le moyen de réduire les dépenses, donc on a commencé par des dépenses sociales qui n'étaient vraiment pas la meilleure idée, ou augmenter des impôts, mais les travaillistes avaient dit dans leur programme électoral qu'ils n'augmenteraient pas les impôts. Et donc, ils ont tout de même trouvé une façon d'augmenter les impôts en augmentant les cotisations sociales des entreprises. Ce qui n'était peut-être pas la meilleure mesure pour aider les entreprises non plus. Donc, ça met le gouvernement britannique aujourd'hui dans une situation très difficile. Je ne suis pas sûre que quel que soit le prochain Premier ministre, donc probablement Andy Burnham, il arrive à gérer beaucoup mieux cette situation en partant de la situation budgétaire actuelle. Alors, on va parler d'Andy Burnham dans un instant. D'abord, les entreprises, elles ont reproché quelque chose à Keir Starmer réellement ? Oui, pour ce qui vient d'être dit sur cette augmentation là, des taxes, mais elles ont apprécié une chose. D'abord une certaine rigueur qu'il était en train de mettre et on le voit, il n'y a pas que les Français qui sont confrontés à cette situation budgétaire difficile, donc ils ont apprécié cette rigueur et ils ont apprécié je pense une initiative qui a été prise, qui a été l'initiative dite du reset, du réajustement des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et ça, ce reset était quelque chose qui était demandé par les entreprises post-Brexit, de pouvoir ajuster les relations de façon à faciliter le commerce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et ce reset, il a amené à une signature d'un protocole d'accord en mai 2025. Et ce protocole d'accord, il a abouti à 2 éléments qui sont pratiquement en place, qui seront en place dès la fin de l'année, qui sont Erasmus. Vous vous souvenez, Erasmus, qui était un programme fabuleux, dont est sorti le Royaume-Uni avec le Brexit, et qui va revenir. Et je pense que symboliquement, ça va permettre aux étudiants de pouvoir continuer repartir leurs études à l'étranger. Je pense que symboliquement, c'était un message qui était porté par Keir Starmer. Un accord sur le prix de l'électricité, qui est aussi important, c'est un peu technique, donc je ne vais pas m'y attarder. Mais il y a un autre élément qui, lui, est un peu inquiétant par rapport à ce qui se passe actuellement. C'est cet accord de SPS. C'est un accord sur les relations sanitaires. Et le sanitaire et le phytosanitaire sont des éléments qui sont critiques dans les échanges entre les pays, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, parce qu'ils régissent ce que vous pouvez exporter, en particulier l'agriculture. Et c'est qui crée énormément de problèmes aux frontières. Tout simplement parce que les normes ne sont pas exactement les mêmes. Et là, il s'agit de réajuster les normes. Là encore, techniquement, c'est assez compliqué, mais c'est un pas très important. Et ce pas, il devait être conclu en été 2026, et évidemment, l'arrivée d'un Premier ministre pourrait réajuster cet agenda, donc c'est un peu inquiétant pour les entreprises. Alors, en quoi Andy Burnham serait mieux armé pour diriger le Royaume-Uni post-Brexit ?
C'est très difficile de répondre à cette question, mais je vais quand même essayer de le faire. Je dirais que Andy Burnham est plus radical que Keir Starmer. Les deux principaux partis britanniques sont formés de coalitions. Et effectivement, Keir Starmer était, on va dire, au centre. Je voudrais revenir sur West Streeting, le ministre de la Santé qui a donné sa démission, parce qu'il a quand même donné sa démission et puis publié une lettre. Je ne sais pas si vous l'avez lu, moi je l'ai lu. Parmi les valeurs que les travailleurs britanniques, dans mon enquête, trouvent importantes, c'est la loyauté. Et ben, elle était très déloyale. Donc lisez-la, c'est très intéressant. Et lui, il est carrément plus... c'est difficile de dire la droite parce qu'il n'y a pas de droite et de gauche au Royaume-Uni, mais enfin, il n'est pas du tout au centre. Alors que Andy Burnham, lui, est donc plus radical, probablement ressenti par l'électorat comme étant plus proche des personnes qui ont des difficultés. On peut pas oublier qu'il a été maire du Grand Manchester, qui est une ville quand on très regarde populaire. Un petit peu, j'avais deux chercheuses de Manchester qui présentaient la politique urbaine de cette ville. Elle revient de loin. Et elle est plutôt en train de se développer. Il reste énormément de problèmes, mais je dirais que c'est important d'avoir quelqu'un qui a quand même réussi. Par exemple, le taux de chômage des jeunes, qui est quand même relativement, qui augmente au Royaume-Uni, aux États-Unis aussi, mais au Royaume-Uni. Pour ce qui concerne, et le taux de chômage tout court, qui est un petit peu en train d'augmenter, même si c'est très difficile de parler de comparer les taux de chômage britanniques. En tout cas, quand on regarde Manchester, eh bien, finalement, l'évolution est excellente. Donc, on peut penser que, effectivement, si c'est bien s'entourer et s'il arrive à faire passer des contraintes budgétaires, parce qu'il a dit qu'il a tout de suite dit qu'il allait jouer le jeu avec les contraintes budgétaires et elles sont énormes. Donc, c'est pour ça que je sais que c'était difficile de répondre à la question. Catherine Mathieu, d'un mot. De quelques mots, si vous me permettez. Il y a quelques mois, Andy Burnham avait dit on ne sera pas dépendant des marchés financiers. Ça avait déjà fait augmenter le taux d'intérêt sur la dette britannique. Donc depuis, il est revenu sur cette idée et il dit je respecterai toutes les règles budgétaires qui sont actuellement en place. Il s'entoure de conseillers qui sont quand même très très au centre de l'échiquier politique. Donc je crains que son côté radical, comme vous l'évoquez, il est connu pour cela. En fait, il est déjà beaucoup recentré au niveau de ses conseillers. La politique qu'il va mener. On a tout un débat autour du fait que ça pourrait être Ed Miliband, qui est très en faveur de la lutte contre le changement climatique, qui est le ministre actuel de l'énergie au Royaume-Uni, qui serait pressenti pour être le prochain chancelier de l'échiquier, le ministre des Finances. Mais du côté d'un certain nombre de syndicats et du côté de la droite du parti travailliste, on dit surtout pas Ed Miliband, il faut avoir quelqu'un qui soit beaucoup plus libéral, qui nous libère de ces contraintes de lutte contre le changement climatique, qui nous permettent de réexploiter les fonds en mer du Nord et gaziers. Donc en fait là l'équilibre, ça va être très très difficile à Andy Burnham de monter un gouvernement qui ait une majorité au sein des travaillistes. Alors moi j'aimerais bien qu'on parle de ceux qui caracolent en tête des sondages en ce moment au Royaume-Uni, les représentants de l'extrême droite, notamment le parti Reform UK d'un certain Nigel Farage. On écoute celui qui a longtemps incarné le camp des Brexiteurs. Celui qui deviendra Premier ministre n'aura pas été élu par le peuple britannique. Et si le prochain Premier ministre est le nouveau député de Makerfield, Andy Burnham, celui-ci n'a même pas présenté un programme aux dernières élections. Et je pense vraiment que mon appel pour la tenue d'élections législatives dès que possible est très soutenu. On comprend bien, Nigel Farage veut des élections parce qu'il est très en pointe dans les sondages d'opinion. Mais objectivement, si on se souvient bien, il a menti aux Britanniques pour remporter le référendum il y a 10 ans. Pourquoi est-ce que l'opinion ne lui en tient pas rigueur aujourd'hui ? Je pense qu'elle a oublié. On peut oublier ça en 10 ans ? Ce sont pas les gens ont un peu tendance à être dans l'instant par rapport aux médias. Les réseaux sociaux en ont rajouté encore. Je ne parlerai pas du système d'éducation qui souvent on relativise énormément la chronologie et ça fait quand même un certain temps et je pense que les gens sont probablement plus inquiets de ceux qui sont dans une situation difficile, sont plus inquiets de comment ils vont s'en sortir
que de penser nécessairement aux mensonges effectivement importants, que peut-être plus l'intelligentsia britannique. Mais vous avez raison. Olivier Campenon. Oui, je crois que là, je ne commenterai pas sur les politiciens. Je pense qu'on en a partout et on sait comment ils tiennent leurs promesses. Mais je pense que c'est plus la situation économique. Elle est vécue, on l'a entendu avec Catherine, au niveau des citoyens, au niveau des entreprises qui ont quand même du mal. On parle souvent des grandes entreprises, mais ce sont les PME qui aujourd'hui souffrent le plus au Royaume-Uni. Et ces PME-là, elles sont soumises à une difficulté d'exporter, à une difficulté d'embaucher. Et donc, on comprend qu'à un moment donné, il y a une volonté de réforme, de changement. C'est je pense, la situation. Mais encore une fois, je pense que dans ce qui nous concerne, dans la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, je pense qu'il y a une vraie opportunité plus pragmatique de revoir les relations qu'il y a entre les pays et je pense que ça va dans le bon sens. Alors moi j'ai noté une phrase dans la presse britannique, c'était au tout début du mois de juin, le très vénérable Sunday Telegraph écrivait « La prochaine élection se jouera sur le thème du Brexit ». Économie, Brexit, politique, tout ça s'est mêlé, on peut pas dénouer ce nœud-là. Je pense que surtout la prochaine élection se jouera sur les questions d'immigration. Et Nigel Farage capitalise sur cet élément-là depuis plus de 10 ans, en disant il faut contrôler l'arrivée aux frontières. On mentionnait tout à l'heure l'arrivée des petits bateaux. On a à peu près ce qu'on appelle les petits bateaux au Royaume-Uni. Ces personnes qui arrivent de façon illégale et qui sont toujours autour de 40 000 à peu près personnes par an, qu'aucun gouvernement n'a réussi à baisser, que tous les gouvernements essaye de réduire sans succès. Et ça, Nigel Farage continue à argumenter auprès des Britanniques sur ces éléments-là. Il argumente aussi sur le fait qu'il faudrait plus de pouvoir d'achat pour les ménages. Bon, des arguments qui sont donnés... En proposant quelle solution ? Alors, en proposant comme solution d'avoir une économie britannique beaucoup plus libérale et de baisser les impôts. Et donc, on se dit que pour les personnes qui sont dans des situations difficiles dans le nord de l'Angleterre et qui votent beaucoup en faveur de Farage, ça veut dire très probablement qu'elles auraient moins d'aide sociale et moins de soutien de l'État-providence. Donc, tout ça est un très, très grand paradoxe. Et malheureusement, je pense que les prochaines élections se joueront là-dessus. Ce paradoxe-là, vous l'avez constaté en étudiant justement Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Catherine Mathieu. Je dirais que c'est vraiment important à l'heure actuelle pour le pays, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social, finalement, qu'ils arrivent à trouver une issue qui tient compte de tous les paramètres qu'on vient d'évoquer. L'immigration, effectivement, est essentielle. Je pense que ils font tous leur campagne politique là-dessus. Keir Starmer s'était engagé à le faire et il n'y arrive pas. Donc, je pense que là, actuellement, le Parti travailliste est probablement mieux placé que le Parti conservateur, peut-être parce que pour arriver un petit peu à gérer aussi les personnes qui sont en difficulté. On parlait Andy Burnham a quand même réussi à... Et c'est ça aussi que je voulais commenter tout à l'heure, c'est-à-dire que Nigel Farage disait qu'il n'avait pas de programme, mais enfin, il a déjà réussi. Et donc, quand on a réussi à un petit peu faire croître la richesse là où on est, c'est un bon signe. Donc, c'est déjà une bonne chose. D'un mot, Olivier Campenon, les entreprises britanniques aujourd'hui, elles votent pour qui ? Je ne sais pas si on peut les catégoriser systématiquement dans un camp ou un autre. Je vous donne 20 secondes. Mais je pense qu'elles votent pour leur propre camp, c'est-à-dire le camp économique. Elles ont besoin de lisibilité. Et comme toujours, l'entreprise a besoin de lisibilité. Et je pense que c'est ça qui les inquiète aujourd'hui. Merci à tous les trois. Catherine Mathieu, économiste à l'OFCE, Olivier Campenon, président du Cross Channel Institute, le think tank de la Chambre de commerce franco-britannique. Merci à vous également, Catherine Coron, maître de conférence en civilisation britannique à l'Université Panthéon-Assas. Merci beaucoup de nous avoir aidé à y voir plus clair sur ce Brexit. C'est la fin de la semaine de l'écho, mais restez avec nous, l'information continue sur France 24.